Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Ici Jacqueline Pelletier, bien contente de vous retrouver dans cette série d'entretiens offerts par la Coopérative funéraire d'Ottawa en collaboration avec TV Rogers. Nous jouissons de l'appui financier de l'ACFO, de Patrimoine canadien et de Ottawa Ville bilingue. Puisque la mort fait partie de la vie, aussi bien en parler et tant qu'à en parler, parlons-en bien renseignés. C'est le but de cette série d'entretiens. J'accueille aujourd'hui Madame Carmen Paquette, dont le militantisme a traversé quelques époques et plusieurs causes. Carmen a présidé Égal Canada, l'organisme national de revendication LGBT, et on va en parler de LGBT. Aujourd'hui, elle contribue au projet Parlons-en avec la coopérative funéraire et elle est très active au réseau de fierté des aînés d'Ottawa. Bienvenue, Carmen. Bienvenue, Jacqueline. On va dire un mot sur la raison d'être de ce réseau. D'abord. Le réseau de fierté des aînés d'Ottawa regroupe des aînés LGBTQ pour tenter de continuer à sensibiliser la communauté at large sur la réalité des aînés LGBTQ. Parce que nous, on est des militants, dans ce groupe-là, on est des militants de longue date, puis on ne veut pas être obligé de retourner dans le placard en vieillissant. Puis, il y a beaucoup d'aînés LGBTQ qui ne sont jamais sortis du placard. En effet. Puis, donc, on veut que leur réalité soit respectée aussi. Elle a été tellement active qu'il y a un fanion quelque part sur la rue Bank avec sa photo qui honore votre contribution, Carmen. Et bravo pour ça. On va se parler de LGBTQ et maintenant on a ajouté S2. Tout le monde se demande, mais oui, mais pas tout le monde, mais beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire, mais je veux surtout savoir qu'il y a beaucoup d'histoire derrière l'évolution de homosexuels, lesbiennes, et maintenant, c'est rendu toutes ces lettres-là. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'histoires, là. Bien, c'est comme tous les mouvements sociaux, hein. Il y a un groupe de personnes qui veulent faire reconnaître leur réalité. Puis à mesure qu'on évolue, on s'aperçoit, la réalité est plus diverse qu'on le pensait. On l'a vécu chez les francophones quand on a compris que c'est pas tout le monde qui est franco-ontarien de souche. Puis on l'a vécu dans la communauté gay aussi. Alors, Gays of Ottawa, les gays d'Ottawa, dans les années 80, sont devenus gays et lesbiennes d'Ottawa avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a certains hommes gays qui voulaient pas voir les femmes là. Mais à travers les années, on a vu, oui, il y avait aussi les bisexuels, il y avait aussi les transgenres, qui est un dossier vraiment beaucoup d'actualité. Oui. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas, surtout des jeunes qui ne veulent pas se situer dans ces étiquettes-là et qui préfèrent qu'on les considère queer. Oui. 2S, c'est deux esprits, two-spirited. C'est que dans plusieurs cultures autochtones, les enfants qui grandissent ne voulant pas tomber dans les rôles stéréotypés femme ou homme, on les considère two-spirited, puis ils sont très, très respectés dans la communauté. Alors, le vocabulaire est rendu un peu là, l'alphabet est rendu un peu là. On me parlait d'une série télévisuelle hier soir où il y a un personnage qui n'est ni homme ni femme et qui se fait appeler « they ». Oui. Ça aussi, c'est un peu controversé, tout ça. Une des façons de respecter les personnes qui sont transgenres, c'est de respecter les pronoms qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Puis certains transgenres ne veulent même pas tomber dans le binaire, c'est-à-dire le « il » ou « elle », oui. Puis ils préfèrent « they ». Oui. Ça prend un peu de temps à s'habituer à tout ça, là, même à l'intérieur de la communauté LGBT. Oui. Vous avez fait un parallèle au tout début en disant dans la communauté franco-ontarienne, on a dû aussi apprendre à connaître, à apprécier et à célébrer la diversité de notre communauté. On apprend beaucoup. Malgré les défis qui restent et dont on va parler, on est loin du temps où il fallait même pas dire le mot homosexuel. Oui. Moi, je suis de la génération qui ne s'est jamais nommée
homosexuelle parce que dans les années 80, quand je me suis révélée lesbienne, on disait déjà gay et lesbienne. Ouais. Mais oui, dans le passé, je pense que c'est un terme qui a été créé en 1898, le terme homosexuel, OK. mais qui est presque plus utilisé aujourd'hui. Ouais. Et on sait que dans ces années-là, surtout, quand c'était illégal, et ce qui a changé grâce à Pierre Elliott Trudeau, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu même des gens qui ont été assassinés, mais pour ne pas dire qui ont perdu leur emploi. Et bon, voilà. On a des défis, mais on progresse. Vous présidez le comité des soins de longue durée du réseau de fierté des aînés d'Ottawa. Le sort des aînés vous préoccupe beaucoup. Même si on évolue, ça fait peur. Oui, parce que on est conscient que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous rapportent des incidents, que quand les gens découvrent qu'un résident est LGBT, que les autres résidents commencent à le fuir, que pour la communauté transgenre, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont peur qu'une préposée va découvrir qu'ils ne sont pas du sexe qu'ils présentent, parce que ce ne sont pas tous les transgenres qui passent par les chirurgies. Alors, nous, on est conscient que si on a eu toutes les luttes légales, on est légal selon la loi. On n'est plus considéré des criminels depuis Trudeau, puis on n'est plus considéré des malades mentaux depuis 1973. Il reste juste le péché puis l'Église catholique, là. On reste encore des grands pécheurs. Les bannis. C'est ça. Mais on a fait tous ces progrès-là, mais qu'est-ce qui nous attend en vieillissant? Oui. Puis c'est particulièrement pénible pour des gens de ma génération qui ont peut-être perdu leur emploi. J'ai des amies lesbiennes qui ont perdu leurs enfants parce qu'elles étaient lesbiennes. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des gens de notre génération. Donc, Oui. ils portent beaucoup de deuil en eux. Il y a eu beaucoup de pertes d'emploi au gouvernement fédéral. Il y a eu une chasse à la sorcière pour dénicher surtout les hommes gays. Et là, on se voit vieillir. Ben oui. On devient membre de clubs sociaux. On a peut-être des soins à domicile. Et on voit venir poindre à l'horizon la résidence. Vous parlez de toutes sortes de micro-agressions. Oui. Parce que ça peut être des gens que, sans nécessairement nous insulter verbalement, nous évitent, roulent les yeux quand ils nous voient, ont des petits sourires narquois. Donc, c'est des micro-agressions, des petites façons de démontrer sa non-acceptation. Oui. Alors, quelqu'un qui est déjà dans le placard circule dans un soin médical, un centre de santé, un centre de soins de longue durée, puis vit avec l'appréhension. J'espère qu'il n'y a personne qui va découvrir que je suis gay ou lesbienne pour ne pas souffrir ça. Puis ensuite, il y a des gens comme moi qui sont prêts à se déclarer, mais qui ne veulent pas subir des conséquences négatives non plus. Oui, parce que veut pas, quand on fait partie d'une minorité, si je peux dire, qui est quand même assez grande, mais une minorité, on les voit venir, les regards, les petites paroles murmurées. Et on est toujours prêt à réagir d'une façon ou de l'autre. Un de nos défis aussi en tant que communauté, c'est de sensibiliser les services qu'on existe. Parce qu'il y a bien des gens qui disent, nous, on n'a pas de gays et de lesbiennes chez nous. Puis moi, je les inviterais à dire, là, prenez pour acquis que vous avez des gays, des lesbiennes, des transgenres, des bisexuels. Si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est que vous ne vous démontrez pas assez ouvert pour que les gens osent se dire. Ouais. Puis j'encouragerais aussi l'offre active. En tant que franco-ontarien, on sait que on doit offrir des services aux francophones, pas attendre que les francophones disent « je veux réclamer mon service ». Moi, en tant que lesbienne, je veux qu'il y ait de l'offre active dans les services, qu'on prenne pour acquis qu'il y a des gens comme moi parmi leur clientèle, puis qu'on mentionne le mot gay, lesbienne, trans. Quand on nomme, ça l'invite les gens à s'ouvrir.
Vous croisez sans doute des soignants, des gestionnaires d'organisations qui vous disent on a le drapeau, vous l'avez apporté d'ailleurs, le drapeau est affiché à l'entrée et puis on a même une politique peut-être à l'entrée, donc on fait ce qu'il faut. Ça suffit pas. Bien, c'est que n'importe quel changement dans une organisation a plusieurs volets. Je pense que donner de la visibilité à la communauté LGBTQ, ça fait partie. Oui. Il faut réviser peut-être nos formulaires, tous les formulaires pour enlever les désignations mari-femme, pour remplacer ça par partenaire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire comme avoir une petite fête quand c'est la semaine de la fierté gay, comme on fait pour la Saint-Jean-Baptiste pour les francophones. Oui. Il y a de la formation aussi pour les employés, les bénévoles, puis les résidents. Oui, ça, on va en parler plus longuement, mais oui. Bien, allons-y tout de suite alors. C'est une de vos activités dans le réseau. Avec des partenaires, vous offrez des formations. Oui. Bon, qui ciblez-vous d'abord pour les formations? On cible d'abord les aidants, les professionnels de la santé, des services sociaux et les bénévoles. Parce que dans leur attitude, et d'une part, on a un certain nombre d'anecdotes qui nous disent que, aussitôt qu'ils apprennent que quelqu'un est homosexuel ou gay, lesbienne, ils reculent. Oui. Puis donc, on veut que quand même, ces préposés-là se doivent d'avoir un comportement respectueux. Oui. Ça peut être difficile parce que il y a un certain nombre de bénévoles et d'employés que, soit par leur éducation familiale ou religieuse, ou le fait qu'ils viennent de pays où on est encore emprisonné ou tué. Oui, et il y en a beaucoup de pays où c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Donc, ils arrivent au Canada où, si tu as eu une éducation sexuelle qui pense qu'une personne gay va en faire, c'est difficile de lui donner des soins, mais d'une façon respectueuse. Oui. Mais nous, notre consigne, c'est tu te dois d'avoir un comportement respectueux envers moi selon toutes les lois canadiennes. Maintenant, je ne peux pas changer ton cœur et ton attitude. Ah. Si tu penses que ta religion ne te permet pas de me respecter, on ne peut pas changer cette croyance-là. Mais ton comportement doit être respectueux, c'est la loi. Oui. Alors, quand vous approchez des organismes, j'imagine des résidences pour aînés, des clubs sociaux et tout ça. Ouais. Comment est-ce qu'on vous accueille quand vous dites « nous offrons cette formation, nous aimerions parler à vos utilisateurs, à vos aidants, à vos gestionnaires ». Comment êtes-vous reçus? D'habitude, on a déjà, quand ils ont communiqué avec nous, c'est déjà qu'il y a une certaine ouverture. À d'autres moments, c'est nous qui abordons des représentants des organisations, puis on vous dit, bien, vous avez peut-être une politique de diversité ou de respect des différences. Si vous voulez en connaître plus sur cette différence-là, nous sommes là. Et c'est de ça qu'on va parler après la pause. On prend une petite pause et je vous reviens avec Carmen Paquette pour explorer plus à fond pourquoi elle et ses collègues sont préoccupés par les personnes de la communauté LGBTQS2 en vieillissant. À tout à l'heure. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Lundi, Emmanuel Gingras vous fera découvrir Les Frivoles, un collectif d'appels téléphoniques poétiques sur rendez-vous. Par la suite, vous découvrirez toutes les activités de l'organisme Les Amputés de guerre avec leur ambassadeur Louis Bourassa. Finalement, notre courtière hypothécaire Dominique Olive continuera de vous informer au sujet du refinancement d'une propriété. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Bouger pour bien vivre, on va travailler notre équilibre avec mon invitée Hélène Kennel. Bouger pour bien vivre, en semaine 8 heures sur TV Rogers. Voilà, nous sommes de retour avec Carmen Paquette, dont vous savez maintenant que sa grande préoccupation ces temps-ci, c'est le sort réservé aux personnes LGBTQS2 en vieillissant. Vous avez entre autres une préoccupation de nature médicale, Carmen. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites et au Canada et aux États-Unis qui ont démontré que l'invisibilité puis la peur des personnes LGBT a des conséquences médicales. Hésitation de consulter les médecins, hésitation de consulter les services sociaux. Puis, ça veut dire que par le temps qu'une personne LGBT va dans le système, son diagnostic est plus tardif, elle peut être suicidaire, elle peut être déprimée. Puis ça, c'est par la peur de ne pas avoir à répondre à des questions lorsqu'on utilise un service médical à l'autre. Il y a non seulement une question de non-respect de santé mentale, mais il y a des conséquences médicales aussi de ne pas démontrer ouvertement notre accueil. C'est sûrement un sujet que vous abordez quand vous allez dans les résidences pour aînés. Mm-hmm. Alors, retournons à la formation que vous offrez. Alors, j'imagine que vous en avez une qui cible plus particulièrement les préposés, mais d'autres pour les gestionnaires, les cadres de ces organisations-là. Oui. Continuons avec les aidants. Oui, bien, juste pour parler brièvement des différents niveaux, avec les gestionnaires, on parle surtout des changements organisationnels. Est-ce qu'ils ont besoin de modifier certaines politiques? Oui. Est-ce qu'ils font des entrevues avec des scénarios de résidents. Lorsqu'ils embauchent, vous voulez dire? Oui. Donc, avec les cadres, c'est vraiment des questions organisationnelles qu'on soulève. Avec les aidants, les employés, les bénévoles, c'est des comportements. Qu'est-ce que vous dites dans la cafétéria quand vous entendez un résident appeler un autre de tapette? Oh. Parce que vous devez intervenir. La loi vous oblige à intervenir parce qu'on veut avoir des milieux sans discrimination. Déjà, la mentalité, c'était « oh, ben c'est Henri, on va le laisser faire. Henri est comme ça. Là, on ne peut pas laisser passer des comportements. C'est ça. Puis ça, c'est de la discrimination ouverte, là. C'est au-delà des micro-agressions dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors, il faut que les employés, les bénévoles comprennent qu'ils se doivent d'intervenir. Alors, mais en plus de discuter de scénarios possibles qu'ils auront à confronter peut-être, on parle de l'histoire. Les gens ignorent comment est-ce qu'à Ottawa, tu pouvais perdre ton emploi pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on découvrait que tu étais gay. Donc, les gens se suicidaient, avaient tellement peur. Comme si les fonctionnaires hétérosexuels n'étaient pas victimes de manipulation, eux. Ben oui, c'est ça. Donc ça, ces gens-là, ils sont très vieux maintenant, mais il y en a encore. Mais c'est aussi l'héritage de notre communauté gay, là. Tout le monde a connu quelqu'un qui a perdu un mari, une femme, un emploi parce qu'il était gay. Alors, peut-être que ça ne nous est pas arrivé, mais ça fait partie de notre communauté. Donc, même à l'intérieur de la communauté, des gens comme moi qui ont revendiqué pour nos droits, il y en a qui disaient « taisez-vous ».
vous allez nous mettre dans le trouble. Oui. Mais je l'ai connue comme franco-ontarienne, ça, des franco-ontariens qui ne veulent pas trop attirer l'attention parce qu'ils espèrent que les anglophones ne se fâcheront pas. Donc, toutes les luttes sont interreliées, toutes les luttes qui favorisent le respect de toutes les différences. Oui, et je vais revenir sur ce sujet-là parce que vous avez fait des apprentissages auprès de votre père de cette nature-là. Mais avant, est-ce que vous rencontrez les aînés eux-mêmes, les résidents ou les membres de clubs sociaux pour leur parler à eux et non pas seulement aux préposés ou aux gestionnaires? Bien, parce que nous sommes tous des bénévoles, on n'a pas un nombre illimité de personnes disponibles pour faire ces formations-là. Oui. Donc, on a priorisé jusqu'à date les cadres, les employés, les bénévoles. Mais on a commencé aussi, puis quand le temps nous le permet, nos ressources bénévoles nous le permettent, on fait des sessions de formation dans les résidences pour aînés. Par exemple, on a fait une session au centre d'accueil Champlain avec les résidents. Puis puis c'est intéressant pour moi, les résidents nous ont amené des nouvelles problématiques. Il y a des résidents qui n'osent pas dire que leur enfant est gay. Ah, tiens. Ou que leur petit-fils est transgenre. S'en va en enfer. Bien, même si eux sont ouverts, ils ont peur que les autres résidents fassent des commentaires négatifs. Alors, ça va au-delà de si le résident est gay, lesbienne ou transgenre. Là. S'il y a quelqu'un dans ton entourage qui l'est, peut-être t'en parles pas de ton petit-fils. Tout le monde parle de leur petit-fils. Toi, t'en parles pas parce qu'il est transgenre. Mais c'est dur. Que vous pouvez leur offrir pour leur aider à surmonter ce genre de défi-là? Bien, on les aide à pratiquer certains scénarios là aussi pour qu'ils puissent doucement, tranquillement, ne pas être obligés de cacher cet aspect-là de leur vie. Mais aussi, on leur dit que leur droit, qu'il faut qu'ils puissent évoluer puis s'exprimer dans un environnement sans commentaires négatifs. Puis de dire, écoute, on a formé vos employés, vos bénévoles. J'espère que en sachant ça, vous allez être plus à l'aise de parler de votre petit-fils qui est transgenre. Vous pouvez parler de votre petit-fils autant que n'importe qui d'autre. Voyez-vous des résultats, finalement, sans nommer tel club ou telle résidence? Voyez-vous des progrès concrets plus que d'avoir le drapeau? Oui, parce que là, on fait un certain suivi dans le sens qu'on est prêt à appuyer l'organisation qui a eu une session de formation, mais qui veut aller plus loin. Alors, avec notre aide, ils peuvent reviser leur politique, leur formulaire d'accès aux services. On les aide à préparer leur entrevue d'embauche pour les nouveaux employés. C'est bien. Donc, jusqu'à un certain point, on peut voir qu'ils fassent autre chose. Le drapeau, c'est un début, mais c'est trompeur s'il y a un drapeau à l'entrée, mais qu'après ça, tu vas dans la cafétéria, puis les gens sont moins gentils, là. Je vais vous dire que si vous n'êtes pas encore retraité et vous imaginez que vous allez avoir la paix comme retraité, n'y pensez pas. Vous faites tout ça bénévolement, comme ici. D'ailleurs, on est occupé, les retraités qui y croient. Votre père vous disait, votre père est un syndicaliste, hein? Et il disait, regarde, là, si on s'aide nous-mêmes, on aide les autres en même temps. Et moi, l'image qui me vient, c'est une amie qui était en fauteuil roulant et qui demandait à son association de condos d'installer une porte automatique et on a refusé. Et pourtant, il y avait plusieurs personnes âgées. Il y avait des mamans avec des enfants dans les bras puis la commande dans l'autre bras. Ça aurait aidé à mon ami qui était en fauteuil roulant, mais ça aurait aidé à tout le monde. Vos revendications pour votre communauté aident aux autres aussi. Absolument. Puis j'espère que cet incident-là n'est pas récent parce que j'ai déjà été commissaire des droits de la personne, puis un édifice ne pouvait pas refuser d'avoir des façons d'aider les gens handicapés à rentrer. Puis on sait que les portes pour les handicapés servent beaucoup aux jeunes mères avec des enfants et des grosseries dans les bras. Donc, c'est vrai que quand on respecte une différence, souvent, ça l'ouvre la porte pour respecter d'autres différences. Une des choses qu'on a à traiter qui
qui est une qualité canadienne, mais qui a grandement ses limites, c'est qu'au Canada, on est fiers de traiter tout le monde pareil. Bien, si tu traites tout le monde pareil, la personne handicapée, elle n'entrera pas chez vous. Ah. Donc, puis la loi a évolué maintenant avec l'article 15 de la Charte. Quelquefois, pour atteindre la justice, il faut traiter les gens différemment. Différemment bien, pas différemment négativement. Il y a une tendance depuis le mouvement des Noirs aux États-Unis, Black Lives Matter, il y a une tendance à dire, well, White Lives Matter, Women's Lives Matter, et vous craignez que ça dilue. Mm-hmm. Bien, c'est que quand une communauté est défavorisée, c'est parce qu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes services, le même respect que les autres. Alors, de mettre l'emphase sur les Franco-Ontariens, les LGBT, la communauté noire, ce n'est pas d'enlever les privilèges des gens qui sont déjà très bien installés dans leur vie puis dans leur réalité. Alors, je trouve c'est un peu réactionnaire ou c'est aussi peut-être parce qu'on ne comprend pas que en respectant des individus, on leur donne pas plus. On leur donne ce dont ils ont droit. Oui. On parle beaucoup de fin de vie dans cette série d'émissions. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vieillissent avec un partenaire du même sexe ou une partenaire du même sexe, qui n'ont pas fait de testament, qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Les répercussions possibles si les choses ne sont pas claires? Bien, vous savez que chaque personne a intérêt à préciser ses volontés, de les mettre par écrit, que ce soit dans des procurations, dans un testament ou dans d'autres documents. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion en fin de vie ou à la mort, c'est encore plus important pour les personnes LGBTQ pour que leur volonté soit respectée. Oui. Surtout pour les gens qui sont dans le placard, qui ont peut-être un conjoint qui n'a jamais été reconnu vraiment, puis que tout le monde pense que c'est le meilleur ami, là. Il faut que ça soit par écrit, que cette personne-là va avoir droit à l'héritage, a le droit de décider de la forme des funérailles, a le droit d'avoir accès en fin de vie en soins palliatifs. Si ce n'est pas écrit en quelque part, il y a des chances que s'il y a des membres de la famille qui n'ont jamais accepté l'orientation sexuelle de la personne mourante ou du décédé, que la famille qui n'a pas respecté ce choix-là Tout à fait. ait trop à dire sur les dernières volontés. Alors, il faut absolument s'assurer que ça soit pas écrit. Et même chose, je suppose, si on se retrouve à l'hôpital, Oui. qui a une procuration et qui a le droit de dire voici ce que mon conjoint et ma conjointe veut. Oui. Ça aussi, c'est crucial. Oui, la procuration de soins est très, très, très importante. On le voit moins, mais on le voit encore là où le médecin dit vous n'êtes pas de la famille. Ou que la famille veut avoir préséance sur le conjoint. Alors, quand la procuration de soins aide à éviter ces situations-là qui sont pénibles parce que la personne est mourante. Oui. Ou a besoin d'une opération d'urgence, puis les batailles de c'est qui a quoi à dire, là... Si on veut les éviter, écoutez bien cette émission, si elle est présentée et représentée, parce que c'est très important. Merci, Carmen, d'avoir éclairé notre lanterne. Un autre sujet qui nous amène à parler de vieillissement, de fin de vie et des précautions qu'il faut prendre pour s'assurer que les choses se passent comme vous le voulez. Merci à TV Rogers qui nous diffuse. La Coopérative funéraire d'Ottawa vous offre cette série d'entretiens. Parlons-en avec plaisir et avec l'appui de l'ACFO, de Ottawa Ville bilingue et de Patrimoine canadien. Le deuil, la mort, le vieillissement, ça fait partie de la vie, alors parlons-en. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
cette semaine sur Pêche Évasion. On pêche l'achidon sur le Big Rideau. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À Encore Jeune, on rencontre des gens qui enseignent à d'autres gens. Des gens qualifiés également. C'est le cas de Dr. Lynn Pitt. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.